Saint-Gilles-du-Gard, éclat et rayonnement d'une cité, à l'occasion de la Saint-Estelle, congrès festival du Félibrige du 23 mai 2026. La dernière Saint-Estelle eut lieu à Saint-Gilles en 1909, il y a exactement 117 ans. On peut se référer à différents écrits. Apparemment, il y eut la visite de l'église et de la ville en présence d'un grand nombre de félibres et félibresses. La ville, à ce moment-là, apparaissait vieillissante et quelque peu délabrée. En 2026, Saint-Gilles est rayonnant, en plein essor. Donc l'enceinte Estelle sera très rayonnante au sein de la cité de Saint-Gilles-du-Gard. Le Félibrige. Félibrige est une association littéraire et culturelle fondée en 1854 par 7 poètes provençaux dont le but était de défendre la langue et la culture occitane. La première Saint-Estelle eut lieu en 1876 à Avignon, il y a 150 ans. Notons 3 éléments importants du Félibrige: un almanach publié en 1855, le long poème de Frédéric Mistral écrit en 1859 de Mireille et le trésor de Félibrige, c'est-à-dire un dictionnaire provençal et français. La langue d'oc. La langue d'oc est une langue latine ayant plusieurs variantes, l'auvergnat, le gascon, le languedocien, etc., etc. C'est une langue enseignée de l'école maternelle à l'université. La conférence sur la Saint-Estelle à Saint-Gilles, porte de la Camargue, va montrer l'éclat d'une cité médiévale de pèlerinage, son héritage contemporain. Elle sera faite en collaboration avec Katia Baglioni. Ma conférence propose d'explorer 3 dimensions majeures de l'histoire de Saint-Gilles. Première partie, Saint-Gilles en tant que carrefour géographique, porte d'entrée maritime, nœud fluvial. Deuxième partie, Saint-Gilles et son âge d'or médiéval, cité de pèlerinage et son rayonnement international. Et enfin, la troisième partie traitera de Saint-Gilles et son héritage humain, matériel, entre mémoire et renaissance, patrimoine et renaissance culturelle. Saint-Gilles est une cité au seuil, un seuil entre plusieurs mondes, entre terre et mer, Moyen-Âge et époque contemporaine, spiritualité et matérialité, entre eau douce et eau salée. On surnomme les Saint-Gillois les sauvages ou les riboussiers, symbole de ce va-et-vient, de cette action en permanence. La géographie de Saint-Gilles fut fondatrice. Notre ville s'étend sur 15 373 hectares. Elle est la deuxième ville du département après Nîmes, pour une population de 14 427 habitants, chiffre du dernier recensement de 2022. Saint-Gilles s'est développé à la limite de 3 espaces, le delta du Rhône, les voies terrestres du Languedoc et de la Provence, ainsi que de la Camargue. Saint-Gilles et son port. Dès le Moyen Âge, Saint-Gilles possède un port actif sur le Petit Rhône, facilitant l'embarquement de marchandises, propice à l'arrivée et départ des pèlerins, et lieu de transit des voyageurs et croisée vers l'Orient. Saint-Gilles est une porte maritime intérieure reliant l'Europe chrétienne au monde méditerranéen. Mes recherches sont basées sur des textes de Louis Borel, Saint-Gillois, né en 1928. Saint-Gilles, nœud fluvial. La navigation se faisait surtout avec des bateaux à fond plat. Je me réfère pour cela à une conférence de Thierry de Séguin à Aigues-Mortes. Il y avait une grande diversité de types de transport. On transportait le sel, le blé, il y avait des arrivages d'épices, la cannelle, l'indigo, le poivre, la poudre d'encens, le soufre, mais également il y avait un transfert de cuir des différentes peaux pour lesquelles il y avait un péage à payer. Exemple, 2 deniers pour 12 pièces de cuir. Saint-Gilles était aussi un port drapier. On y venait du nord, du midi, transportant des draps sous forme de ballots.
Ce port était également un lieu important pour les chevaliers hospitaliers et chevaliers templiers et la préparation pour le départ vers la Terre Sainte. Exemple, en 1182, on envoya 100 draps de coton teint à l'hôpital de Jérusalem, et en 1194, on envoya 12 chevaux pour un commandant à Antioche. Saint-Gilles est également un lieu de transfert de bois des forêts des Alpilles, par exemple, pour les chantiers navals. Deuxième partie, Saint-Gilles et le rayonnement international. Saint-Gilles devient au XIIe siècle le quatrième lieu de pèlerinage au monde. Mais au XIVe siècle va commencer un déclin, une transformation due à différents motifs, la peste notamment, l'ensablement et les guerres de religion. Saint-Gilles va devenir progressivement une ville agricole et au XXe et XXIe siècle, il va y avoir un renouveau. Saint-Gilles. Mais qui était Saint-Gilles? Le Sanctus Aegidius. Il semblerait que ce saint soit né en 640 après Jésus-Christ à Athènes, soit mort vers 720 après Jésus-Christ. Il quitta sa famille riche pour aller de Grèce à Marseille, ensuite sur Arles, au monastère de Saint-Césaire. Ensuite, il se retira dans un ermitage à Sagnac avec l'ermite Vérédène pendant 2 ans. Il part ensuite vers la vallée flavienne, la Baume d'Espérant. À ce moment-là, il va adopter une biche, manger des racines, vivre en ermite dans cette vallée flavienne. À ce moment-là, le roi wisigoth Wamba, qui chassait sur les terres de Saint-Gilles, tira une flèche qui atteignit le saint. Bouleversé, le roi se prosterna et demanda à Saint-Gilles ce qu'il voulait. Et ce fut une requête pour une construction d'un premier monastère dédié à Saint-Pierre et à Saint-Paul en 674. Saint-Gilles fut également l'ami de Charles Martel. Il se retira également dans un ermitage à Nura pendant 4 ans. Il mourut, fut enterré dans la crypte. Alors Saint-Gilles est un saint auxiliateur. Parmi les 14 saints auxiliateurs, un saint avec lequel on demande une intercession, une guérison, un pardon, une protection spirituelle. Il faut noter que Saint Gilles ne fut pas un saint martyr, comme beaucoup des saints. Il vécut assez longtemps pour l'époque. On lui attribue, au total, une 30aine de miracles, selon le livre de Marcel Giraud. Saint-Gilles et l'abbatiale. Abbatiale datée du XIIe et XIIIe siècle. Toute sur la chronologie, on peut noter la création au départ de ce premier monastère, en l'honneur de Dédié de Saint-Paul et Saint-Pierre. Ensuite, au IXe siècle, on commença le pèlerinage. Il faut noter la date de 1116, disparition des églises qui étaient présentes dans la ville et construction de cette grande abbatiale, très grande, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. On peut considérer que le clocher fut terminé au XIVe siècle. 1562, les guerres de religion avec les Huguenots, des destructions sur la façade. 19e, première restauration. 1840, classé au monument historique. 1865, redécouverte du tombeau qui avait disparu par l'abbé Goubier. 20e siècle, c'est-à-dire 1998, classement au patrimoine de l'UNESCO. Dernière restauration date de 2017-2018. Alors la lecture de cette façade peut être possible de 2 façons, soit verticale, soit horizontale. Verticale, au bas on considère les animaux réels et imaginaires, au milieu ce sont les apôtres, et en haut c'est l'univers céleste. Et d'une façon horizontale, on peut considérer le bas comme l'Ancien Testament, le milieu les apôtres, et le haut le Nouveau Testament. Une façade qui est un véritable manifeste de pierre. Saint-Gilles n'est pas une ville isolée. Elle rayonne au niveau européen. Elle accueille des pèlerins de toute l'Europe. Elle connaît la naissance de Guy de Foulques en 1190, qui deviendra Clément IV, c'est-à-dire le 183e pape de 1265 à 1268, qui fut conseiller de Louis IX et ami de saint Thomas d'Aquin. Saint-Gilles est impliqué dans des grands événements, notamment les croisades. Et à noter que Saint-Gilles est le 4e lieu de pèlerinage après Jérusalem, Rome et Compostelle. Donc, en conclusion, on peut dire que Saint-Gilles est un grand centre spirituel du sud de l'Europe, la première étape vers Compostelle, un port actif et surtout un foyer artistique important au niveau de sa façade. XIVe siècle, déclin et transformation de Saint-Gilles. On peut noter que Saint-Gilles va être fragilisé.
Premièrement, par la peste noire. La peste noire qui arrive de Marseille. Ensuite, par des guerres de religion. Les guerres de religion 1562, 1598, où les Huguenots vont détruire beaucoup d'éléments de la façade. Mais également, l'ensablement du Rhône va contribuer à cette fragilisation. Et un dernier facteur de fragilisation, c'est la construction d'aigues mortes en 1240 qui va évidemment réduire la fonctionnalité de Saint-Gilles au niveau du départ pour la croisade. L'abbaye est endommagée, les pèlerins se détournent progressivement, la ville ne disparaît pas, mais la ville se transforme. En ce qui concerne la peste et les différents éléments concernant le déclin de Saint-Gilles, je me réfère à deux personnages importants de Saint-Gilles qui sont Monsieur Jean-Louis Lestrade et Madame Géolas. Là, c'est une conférence de Madame Roseline Géolas de 1984. Elle était historienne et archéologue et évidemment donna son nom à une des rues de Saint-Gilles. Face au recul de Saint-Gilles, progressif, Rocamadour, où on a trouvé une Vierge noire qui semble avoir accompli 120 miracles répertoriés, donc les pèlerins se détournent de Saint-Gilles progressivement. Ensuite, parallèlement, Nîmes se développe et éclipse petit à petit Saint-Gilles, qui devient une ville agricole. Elle va s'éloigner progressivement de son patrimoine et connaître un certain appauvrissement à cette époque-là. Le déclin va être jusqu'au creusement du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes. Ce canal va redonner un essor à la ville, développer la navigation commerciale, drainer les marais et développer la liaison du Rhône et des étangs et avec le port de Saint-Gilles. Au XIXe et XXe siècle, Saint-Gilles prend conscience de la valeur de son héritage. Saint-Gilles va redécouvrir son patrimoine, va se tourner vers la culture et le tourisme. Nous allons avoir un focus sur l'héritage humain saint-gillois, des hommes et des femmes qui ont fait Saint-Gilles et qui font Saint-Gilles, et un focus sur l'héritage structurel de Saint-Gilles. Redécouverte du patrimoine saint-gillois. La dernière restauration est en date de 2017-2018, mais on peut considérer la réouverture du pèlerinage à Saint-Gilles depuis 1965 par la voie de la Rigordane à 11 étapes, et ceci grâce au travail formidable de Monsieur Marcel Giraud. Le port commercial, consacré surtout au transport de tonneaux et de vins, devient en 1986, sous l'égide de Monsieur le maire Louis Girard, un port de plaisance. En 2026, Saint-Gilles n'est pas seulement un lieu de mémoire, c'est une ville habitée, une ville qui transmet, une ville qui raconte son passé pour construire un avenir. Nous allons voir quel est cet héritage vivant. Politique et religion. Clément IV, Guy de Foulques, né à Saint-Gilles en 1190, mort en 1268 en Italie. Avant d'être pape, il fut marié et eut 2 filles. Il fut évêque du Puy, conseiller de Louis IX, ami de saint Thomas d'Aquin. Clément IV fut le 183e pape. Parlons de Pierre de Castelnau, né en 1170, mort et assassiné à Saint-Gilles, prélat du pape Innocent III. Il vint discuter avec Raymond VI et à son départ, il fut assassiné, ce qui engendra l'excommunication de Raymond VI et la croisade albigeoise contre les Cathares. Spiritualité et culture. Réginald d'Orléans, né à Saint-Gilles en 1180, mort à Paris en 1220, dominicain, la Vierge lui serait apparue, grand prédicateur. Sa statue est à l'intérieur de la crypte de l'abbatiale de Saint-Gilles. Abba Marie ben Isaac, il est né à Marseille en 1222, un grand rabbin, qui vécut à Saint-Gilles. Il a écrit un code de loi civile et religieuse juive. Les comtes de Toulouse, Raymond IV et Raymond VI, à ne pas confondre. Raymond IV, il est né et a grandi à Saint-Gilles en 1041. Il fit la première croisade en 1095, mais refusa d'être le roi des États d'Orient. Raymond VI, lui, est né à Saint-Gilles en 1156, c'est un comte belliqueux, il rentre en conflit avec l'abbé. Conflit et rencontre Castelnau.
Castelnau sera assassiné sur les routes de Trinquetaille en 1208. Il sera excommunié, Raymond VI. Et c'est un événement qui va déclencher la croisade contre les Albigeois en 1209. Raymond VI va mourir en 1222 à l'âge de 65 ans. Raymond VI est évidemment le livre de Guillaume Laforêt. C'est un livre dramatique historique en 5 actes, une pièce écrite et publiée en 1212 en provençal. Premier acte, c'est le Midi en occitan qui est menacé. En acte 2, c'est l'excommunication de Raymond VI. L'acte 3, c'est la croisade, départ de la croisade. Acte 4, c'est la tragédie du pays toulousain. Et l'acte 5, c'est les chutes et mémoires. Un texte dramatique. Pierre de Subléras, il est né le 25 novembre 1699 à Saint-Gilles. Il est mort en 1749 à Rome. Un grand peintre du XVIIIe. Georges-Jean Arnaud, né à Saint-Gilles en 1928, mort en avril 2020 à la Londe-les-Morts. Il est auteur de 400 livres. Mon étude du peintre Pierre Subléras est basée sur un ouvrage de Marie-Françoise Griffeuil, ancienne conservatrice du musée de la Maison Romane et membre de l'Académie d'Arles. Guillaume Laforêt. Il est né à Saint-Gilles en 1877, il est mort en 1937. Il fut écrivain provençal, poète et dramaturge, disciple de Frédéric Mistral, surnommé le Philippe Carottier, parce qu'il exerçait le métier de charretier tout en écrivant en occitan provençal. Sa maison natale est à Saint-Gilles, et Saint-Gilles, la commune, a même créé une école en son honneur. Je tiens à remercier déjà les Saint-Gillois qui m'ont fait part de nombreux documents, notamment Madame Laforêt et Madame Arnaud, qui m'ont permis d'accéder à de nombreux documents et livres que j'ai pu consulter. Quelques mots sur quelques œuvres de Laforêt. L'Iférigoule, recueil de poésie de 1909, Le thym sauvage. Nivoulas, 1935, Petit nuage, recueil personnel avec des poèmes, souvenirs, méditations sur la vie, parfois mélancoliques. Gaoui d'enfant, 1907, c'est Joie d'enfant, poésie de souvenirs d'enfance, vie populaire à Saint-Gilles, tradition méridionale. Il mort pertout, donc inauguration du monument aux morts, poésie engagée, évocation de l'histoire du Midi. Ensuite, vous avez d'autres livres comme Proutengo, Raymond VI et Loup Carottier de Saint-Gilles. 1925 et Marie-Antoinette Sierry. De nombreuses personnes meurent à Saint-Gilles dans d'atroces souffrances, 6 personnes exactement. Marie-Antoinette, mère de famille de 33 ans, qui est née à Vendre, est chassée par son mari. Elle va élaborer des empoisonnements pour obtenir de l'argent. Son arme, le pyralion, un fongicide utilisé en viticulture. Elle sera arrêtée à Saint-Gilles. On exhume les corps, 5 autopsies ont lieu. Condamnée à la peine de mort en mars 1926, mais depuis 1920, on n'exécute pas les femmes, depuis Matahari. Elle va donc en prison à Montpellier. Elle sera libérée dans les années 1960 et va mourir en 1968 à 77 ans, dans une résidence en Ariège. Antoinette va être condamnée à mort, mais ne sera pas exécutée, car depuis 1917, depuis l'exécution de l'espionne Matahari, on ne tue pas les femmes. L'histoire d'Antoinette et tueuse en série fait partie de la grande partie des affaires criminelles du Gard. Il y a en tout une quarantaine d'affaires criminelles répertoriées dans le Gard, dont fait partie cette histoire de 1925. Paul Roussinck, 1885-1949. Matricule 37 664. Au bagne de Cayenne, il y resta 4119 jours. On le surnomme l'incorrigible. Mes recherches ont été basées sur des archives départementales. Ce personnage est né en 1885 à Saint-Gilles. En 1903, il est condamné à 2 mois de prison pour vagabondage. Mais il jette à son procès un quignon de pain au procureur.
Les 2 mois de prison se transforment en 5 ans. 1908, il est envoyé en Tunisie, 5e bataillon d'Afrique. Il refuse de porter l'uniforme. Il est condamné alors à 20 ans de bagne à Cayenne. 1929, il sera libéré. Il retournera à Saint-Gilles en 1933. Il fera des voyages en URSS. En 1939-1945, il va être interné dans un camp à Sisteron. 1949, il se jette dans l'Adour, se suicide à Bayonne. Lou Breca. Augustin Imbert, 1901-1973. L'aboyeur bafouilleur, le trompetaille. Il faisait office du journal Parler. Il est venu à Saint-Gilles à 20 ans, ce fut un ouvrier agricole. Avec sa trompette, il annonçait la sortie des taureaux dans les arènes. Dans les années 50, il va publier les annonces au coin de la ville, annonces de l'arrivée du charbon, du poisson frais, des manifestations officielles. Je parle aussi également de monsieur François Santin, correspondant au Midi Libre, très connu dans le milieu de la bouvine, à tel point qu'une rue de Saint-Gilles porte son nom. Étienne Robert dit le Sabre. Il est né à Saint-Gilles en 1858 et mort à Nîmes en 1887. Mort dans les arènes et enterré dans le cimetière de Saint-Gilles, mort martyr. Les Saint-Gillois qui s'engagent dans la Résistance, parlons de Raoul Sarney, né en 1906 à Saint-Gilles, arrêté à Montpellier en 1944, déporté, fusillé lors d'une marche de la mort en Allemagne en avril 1945. Une plaque commémorative de ce résistant fut posée le 26 avril 2025. Les familles qui ont fait Saint-Gilles. Parlons de la famille descendant du marquis de Baroncelli. Le marquis de Baroncelli, 1869-1943, disciple de Frédéric Mistral et majoral en 1905, fondateur de la Nation gardienne. En 1894, premier élevage de taureaux au Sainte-Marie. 1934, il tombe malade et Henri s'occupe de la malade, Henri Aubanel. Il a 3 filles, Maguelonne, Nerthe et Frédéric. Il se marie avec Henriette Constantin. Frédéric était la parraine de Frédéric Mistral. Henri Aubanel est né à Paris en 1911, décédé en 1998 à Arles. Il se marie avec Frédéric de Baroncelli. Il connaît des problèmes financiers. C'est le capitaine de la Nation gardienne de 1964 à 1990, manadier poète. Il écrit un livre « Je suis manadier ». Il mourut à l'âge de 87 ans en 1998. Enfin, Pierre Aubanel, 1938-2018, fils de Frédéric Baroncelli et d'Henri Aubanel, dont le petit-fils de marquis de Baroncelli, lui, fut manadier photographe. Folco de Baroncelli, fondateur de la Nation gardienne. Effectivement, il y a beaucoup d'écrits autour de ce grand personnage, mais en ce qui me concerne cette conférence, je me réfère à une lettre d'une petite fille, la petite Tita, de 1938, d'Albaron, qui écrit au marquis pour lui souhaiter une bonne année et lui demander un bon rétablissement. Henri Aubanel, là je présente un courrier de 1947, adressé à une dame, Madame Faure, qui est venue passer un séjour en Camargue. Nous sommes aux prémices de l'accueil des touristes en Camargue, 1947. Pierre Aubanel, 1938-2018, un manadier photographe, très très grand photographe. Il prend des photos des chevaux de Camargue, ce qui va être l'effigie d'un timbre-poste. Il va exposer en France, mais également aux États-Unis. Après sa mort en 2018, donc on rebaptisa le pont de Saint-Gilles, donc en 2019, Pierre Aubanel, seigneur de Camargue. Et un discours fut lu par Jean-Marie Biot. 4e génération, Béranger et Réginald Aubanel, arrière-petit-fils du marquis. Depuis 2018, Béranger est devenu le vice-président de la Fédération française des manadiers. Il est actuellement 8e capitaine de la Nation gardienne. C'est une personne très accueillante, malgré un emploi du temps très chargé, de chef d'entreprise en informatique. J'ai lu sur 2019 que Béranger écrivait « Mon père a commencé un puzzle et je me dois de le terminer. Comme s'il planait quelque chose sur moi, je dois construire la fin de l'histoire.
Mais quand on observe l'image, la photo du site internet de cette famille, on constate le portrait d'un Indien. Mais qui est cet Indien? Pour répondre à mon interrogation, j'ai recherché dans l'histoire et jusqu'à monter jusqu'à l'histoire de William Frédéric Godey, dit Buffalo Bill. Buffalo Bill va scénariser la conquête de l'Ouest. Il va créer une compagnie en 1883 et vient à l'Expo de Paris en 1889. Il s'agit d'un spectacle itinérant avec 800 personnes, dont 100 vrais Indiens du Dakota. Il va passer à Nîmes en 1905 et là, le marquis de Baroncy va rencontrer Buffalo Bill. Celui-ci va lui dédicacer le dernier des grands éclaireurs, son livre, et une amitié va être créée. Mais le marquis va quand même tout de même sympathiser avec les Indiens, et notamment avec un Indien, Jacob White Eyes. Le marquis de Baroncelli va devenir l'ami de Jacob, et une correspondance va se développer entre eux jusqu'en 1917. Il va inviter les Indiens au mas au Kellar et ils participeront à Galargue à une abrivado, à des activités du mas. L'Indien va alors lui offrir une coiffe indienne avec des plumes. Pierre Aubanel, donc en 2006 descendant du marquis, va rencontrer en France, au mas, le descendant de Jacob White Eyes qui s'appelle Ed Youngman. Le lien d'amitié se poursuit même aujourd'hui. Père Aubanel écrivait « Mon grand-père a toujours été ému par les peuples opprimés qui aimaient les Indiens pour la liberté qu'ils inspirent. » Il y a eu beaucoup de grands taureaux, mais je mets le focus sur Vovo. Vovo, donc en époque de Henri Aubanel proposa à son fils Pierre Aubanel de baptiser ce nouveau-né. Pierre Aubanel, qui avait 10 ans, répétait « Vovo, Vovo », et ainsi on nomma le taureau Vovo, qui fut un très grand taureau. Quelques photos de ce grand taureau au sein de l'arène. En mars 2025, Béranger Aubanel devient le 8e capitaine de la nation Guardiane. La nation Guardiane fut fondée en 1909 en remplacement du Comité de la Vierge fondé en 1904, dont le but est de maintenir et de glorifier le costume, les us et les traditions des pays d'Arles, de Camargue et des pays taurins. La nation Guardiane, il faut le rappeler, fut créée par le marquis de Baroncelli sur demande de Frédéric Mistral. Une bannière est propre à cette nation Guardiane, notamment avec l'étoile aux 7 rayons du Philibre. Mars 2025, Saint-Gilles devient ambassadrice de la langue provençale. Une charte est signée par Eddy Valadier, monsieur le maire, et monsieur le capoulier, Paulin Reynard. Abordons maintenant le domaine de l'héritage structurel de Saint-Gilles. Les arènes de Saint-Gilles furent construites entre 1937 et 1939 en béton armé. Elles peuvent accueillir 2000 personnes sur une surface totale de 1363,8 mètres carrés avec un parking de 200 places. Les arènes furent, au cours des débats politiques des dernières élections municipales, furent l'objet de nombreuses discussions. Elles furent dénommées Arène Émile Biot depuis 1993. Avant 1937, les arènes à béton à Saint-Gilles n'existaient pas et un lieu placé derrière l'école Les Sculetto servait d'arène. Parlons d'Émile Biot, donc parlons de la famille Émile Biot, une grande famille à Saint-Gilles qui, donc en 1940, Émile Biot fonda La Manade, qui fut reprise en 1980 par Jean-Marie. Cette manade est un grand lieu d'accueil. Elle a obtenu le Biau d'or en 1954 pour la bravoure, l'intelligence et la régularité d'un taureau que je crois qu'il se nommait Jeannot. Là aussi, une famille accueillante avec de nombreuses réceptions de grandes personnalités comme Jacques Chirac,
mais également de nombreux événements comme les Dico d'Or en 1997 avec Bernard Pivot sous le signe du taureau. Saint-Gilles aussi fut un lieu pour tourner les premiers westerns en Camargue avec les chevaux de Camargue et les taureaux de Camargue. Un grand feuilleton, Le Grand Battre, fut tourné à Saint-Gilles en 9 épisodes de 90 minutes, projetés sur FR2 et RTL9. Les actrices principales, qui étaient Nura Osta, qui jouait Marie, et Claire Boratra, Isor, furent doublées par une Saint-Gilloise, Huguette Salin. Huguette Salin, comme le dit Didier Leclerc, une femme qui, traversée de soleil, enchante son environnement. Fille unique de Marcel Salin, petite fille de gardien, à 6 ans, elle est initiée au métier de gardien. À 10 ans, elle trie les taureaux. À 17 ans, elle prend la tête d'une abrivado. En 1973, son papa est victime d'un accident de cheval en préparant la feria de Nîmes. Avant elle, il y eut que Fanfan de Guilherme. Hommage à Marcel Salin, une ardente foi, comme l'écrivait Monsieur Aubanel, un ami sincère, un seigneur à cheval, un dieu pour les taureaux. Mais également une phrase de Santin qui dit « Son courage devant l'adversité, sa compétence en matière de taureaux et de chevaux méritent bien quelques lignes. » Lâché de taureaux en 1986 et 1991, avant la mise en place d'une législation beaucoup plus stricte. Lâché de taureaux à Saint-Gilles, où on peut voir Pierre Aubanel à cheval, car en général, lui, le photographe, était derrière son appareil. Autre famille saint-gilloise qui a créé une entreprise qui est encore présente à Saint-Gilles depuis plusieurs générations, entreprise créée en 1880 par l'arrière-grand-père d'Olivier Perret, 4e génération. La Sagne, qui depuis des années présente à Saint-Gilles et le continue. On peut dire qu'une botte de roseau pèse environ 4 kg, d'un diamètre d'environ 20 cm, et les récoltes de la Sagne s'effectuent entre le mois de novembre et le mois de mars. Le marché aux olives à Saint-Gilles en 1955 sur la place Frédéric Mistral, où tous les petits producteurs d'olives venaient vendre leurs récoltes. Saint-Gilles et les industries, alors notons la création d'une distillerie en 1930 et surtout en 1947 la constitution de ce qu'on appelle la Dunlep, distillerie, entrepôt et usine du Languedoc et de la Provence, une entreprise qui fut radiée des registres du commerce en 2012. Accident industriel, 1971, des travaux de soudure provoquent un départ de feu, 3 réservoirs d'alcool explosent, 5000 mètres cubes d'alcool sont brûlés pendant 2 jours. On ressent la chaleur jusqu'à la mairie. Parlons également du système d'irrigation et de Philippe Lamour. Philippe Lamour, un avocat parisien qui a acheté des terres du côté de Bellegarde, mais qui se rend compte qu'il n'y a pas d'eau. Il va imaginer un canal d'irrigation qui va conduire à la création de la Compagnie nationale du Baronne et du Languedoc, devenue BRL en 1993, un an après sa mort. Ainsi, 2 canaux d'irrigation vont être créés dans les années 1960, le canal Philippe Lamour, qui va desservir les plaines et le littoral jusqu'à Montpellier, et le canal des Costières, qui va desservir la région de Nîmes et les plateaux des Costières et de Garon. Les structures du canal d'irrigation sont nombreuses, notons notamment la station Aristide Dumont, qui reçoit l'eau du Rhône et la redistribue au canaux, mais également le pont Bâche de Saint-Gilles, qui a une longueur de 200 mètres de long au-dessus d'une voie de communication et qui fut restauré en 2022. L'aéroport Nîmes-Saint-Gilles, qui fut appelé aéroport Nîmes-Garon,
malgré qu'elle fût située sur des terres saint-gilloises, est rebaptisée en 2023 aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée. 1939-1945, ce sont les Allemands qui vont créer 1800 mètres de piste. En 2023, on peut citer le projet Nemosus, première base européenne de lutte contre les feux d'incendie. Aujourd'hui, l'aéroport a une piste de 2443 mètres et l'aérogare peut avoir une capacité de 800 000 passagers. Notons qu'en 1970, le Concorde y atterrit. En 2000, un Boeing 947 et en 2000, l'Antonov, un des plus gros avions du monde. Saint-Gilles, une ville pour le bien-être. Aménagement de la Via Rona d'une longueur de 815 mètres, ce qu'on appelle de Suisse, c'est-à-dire de Léman à la Méditerranée. La partie Bellegarde Saint-Gilles, 15,6 km, Beaucaire-Saint-Gilles, 29,29 km, mais également Saint-Gilles-Aigues-Mortes, 32 km, un aménagement pour le bien-être. Création en novembre 2025 du parc André Lamy, valorisation des espaces verts au sein de la ville sur une surface de 13 000 m². André Lamy, un Saint-Gillois que j'ai eu le grand honneur de rencontrer. André Lamy, dont l'ancêtre était fabricant de sel camarguaise à Saint-Gilles. Saint-Gilles, où de grandes personnalités ont traversé la ville, mais certaines y ont resté plus ou moins longtemps. Je ne citerai que le général de Gaulle en 1960, qui est venu pour l'inauguration du Baronne et de la station d'épuration, Jacqueline Bouvier-Kennedy en 1972, Raymond Barre, qui s'est arrêté devant le bureau de presse de tabac en 1977, 1948, l'enterrement du grand roi gitan Coucou, mais on peut citer également Allègre, Monsieur Allègre dit Bacalhau en 1960, qui fut un grand garde champêtre. Citons également Monsieur Bonne, un centenaire saint-gillois qui s'occupa des scouts depuis 1940. Également Youri Gargarine, 1961. À la suite du passage de Youri Gargarine, on créa une cuvée de vin. Je tiens à citer également Abel Serre, 1909-1940, un marin saint-gillois blessé sur le bâtiment Bretagne et qui mourut en essayant de sauver un camarade. En conclusion, on peut dire que Saint-Gilles est une ville qui s'affirme comme une ville à l'identité forte, où l'histoire, le patrimoine, la nature, le dynamisme économique se conjuguent pour bâtir l'avenir. En valorisant ses atouts tout en préparant le futur, Saint-Gilles continue d'écrire une histoire fondée sur la fierté, la cohésion et l'espérance. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur Internet et me laisser un petit commentaire. Merci. Je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui, grâce à leur engagement et à leur soutien, permettent de mettre en lumière la richesse du patrimoine local de Saint-Gilles. Merci.